Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Face au territoire, ici sur TV5 Monde, en direct ce matin. Avec nos partenaires, cette émission est regardable sur ouestfrance.fr, sur nicematin.com, sur franceantilles.fr, avec un léger décalage horaire dû bien sûr au fuseau horaire, sur lamontagne.fr et sur 20minutes.fr, nos partenaires coproducteurs de cette émission. Mon invité ce matin, c'est Bruno Le Maire. Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Céline Viguier. Vous êtes le ministre de l'économie, des finances et de la relance, c'est important. J'ai une première question à vous poser qui concerne la France et ses alliés européens qui ont annoncé leur retrait dans Takuba. Ce sont les forces spéciales, bien sûr, de plusieurs pays européens, ainsi que le Canada. Ils annoncent leur retrait coordonné du Mali. Une question au ministre de l'économie et des finances. Est-ce que ces opérations coûtent une fortune? Est-ce que ça grève les finances publiques? Est-ce que vous êtes content, au fond, qu'on s'en aille? Elles coûtent, ces opérations extérieures, 1,5 milliard d'euros par an. L'ensemble des opérations extérieures des armées françaises. C'est le prix de notre sécurité. Et vous me permettrez de saluer l'engagement des soldats français sur les théâtres d'opérations extérieures, en particulier au Mali, parce que ces soldats ont risqué leur vie, certains l'ont perdue, pour notre sécurité à nous tous, pour lutter contre le terrorisme et pour garantir notre sécurité sur l'ensemble du territoire français. Donc je voudrais vraiment leur rendre un hommage appuyé, sincère, parce qu'ils ont garanti notre protection au péril de leur vie. Alors, Bruno Le Maire, c'est le ministre de l'économie, des finances, de la relance. Une amélioration sur le terrain sanitaire, claire. Vous vous félicitez d'un rebond de la croissance. Il y a des promesses de dépenses nouvelles chaque jour dans la campagne présidentielle. Et dans son rapport annuel publié hier, Pierre Moscovici, qui est le premier président de la Cour des comptes, parle d'efforts sans précédent à réaliser. Il parle de 9 milliards d'euros d'économies supplémentaires par an. C'est la rigueur version 1984 qui nous attend juste après la présidentielle, comme par hasard ou pas, Bruno? Non, je ne crois pas. Je partage l'appréciation de Pierre Moscovici, bien entendu qu'il faut des finances ancien ministre publiques, de l'économie et des finances, il faut des finances publiques bien tenues. Mais je pense qu'il faut simplement prendre un petit peu de recul sur ce que nous avons fait et sur ce que nous voulons faire avec le président de la République. Nous avons rétabli les finances publiques, Cyril Viguier. Nous sommes revenus sous les 3% de déficit en 2018 et nous avons, avec cette majorité qui a le rétablissement des finances publiques dans son ADN, nous avons sorti la France de la procédure pour déficit excessif. Ensuite, nous avons eu une crise majeure et nous avons fait un choix stratégique avec Emmanuel Macron qui est de protéger les salariés et de protéger les entreprises. Ce choix-là, il a été bon économiquement, il a été bon socialement, il a été bon politiquement et il a été bon aussi pour nos finances publiques. Parce que c'est moins cher de protéger que de réparer les dégâts du chômage et le dégât des faillites. Maintenant que nous avons bien protégé, la conséquence de ça, c'est quoi? C'est que l'économie française redémarre mieux que les autres économies européennes, plus vite, plus fort. 7% de croissance et 1 million d'emplois qui ont été créés au cours du quinquennat. Nous redémarrons vite et nous redémarrons fort parce que nous avons bien protégé. Mais ensuite, je n'ai jamais fait de mystère, nous allons devoir rétablir à nouveau les finances publiques. Simplement, nous allons le faire sur la base d'une stratégie différente de celle qui a échoué au cours des dernières décennies. L'austérité et la rigueur, ça ne marche pas. Ça conduit à plus de dettes, plus de déficits, plus de chômage et moins de croissance. Nous, notre stratégie, c'est d'abord la croissance et l'investissement, les réformes de structure et les économies là où c'est nécessaire. Eh bien, on va en parler. Donc, vous l'avez compris, c'est Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, qui est notre invité ce matin dans Face au territoire. Dans un instant, François-Xavier Lefranc de Ouest France nous rejoint sur ce plateau. Bonjour François-Xavier Lefranc. Bonjour. Vous êtes Bonjour. le rédacteur en chef de Ouest France, le premier quotidien francophone du monde, il faut le rappeler. Et nous allons parler de choix de nucléaire avec Bruno Le Maire. Bonjour Bruno Le Maire. On Bonjour. parle beaucoup de l'énergie, c'est normal, on est en campagne électorale, c'est un sujet extrêmement important. On parle beaucoup de nucléaire. Et alors, vous avez prononcé l'autre jour une petite phrase qui a fait beaucoup parler en expliquant que dans les scénarios possibles, il y avait celui de la nationalisation d'EDF. Alors, on va parler de ce qu'on demande à EDF aujourd'hui. C'est un chantier colossal, le nucléaire. Est-ce que ça veut dire que dans les structures actuelles, on ne peut pas faire confiance à EDF ou qu'EDF n'est pas en mesure de remplir sa mission et ce qu'on attend d'elle dans les mois qui viennent? Pourquoi parler de nationalisation? Nous avons une confiance totale dans EDF et EDF a le soutien de l'État. EDF, l'entreprise et les salariés. Simplement, quand vous regardez, l'État est actionnaire à 84%, l'État soutient EDF et continuera de soutenir EDF. Mais EDF a connu au cours des dernières années un certain nombre de difficultés.
l'indisponibilité d'un certain nombre de réacteurs est aujourd'hui la principale difficulté qui pèse sur EDF et qui pèse sur les comptes d'EDF. C'est ça aujourd'hui qui pèse le plus sur les résultats et sur les comptes d'EDF. Le président de la République est venu à Belfort. Il a annoncé une nouvelle stratégie énergétique qui repose sur, d'abord, des économies d'énergie. C'est le plus important. Il faut faire attention à l'énergie que nous dépensons. Il faut faire preuve de sobriété en matière d'énergie. Le déploiement d'énergie renouvelable beaucoup plus vite que ce qui avait été prévu. Et puis, la création de 6 réacteurs, 6 nouveaux EPR et 8 qui sont mis à l'étude. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que EDF a, pour les décennies qui viennent, un plan de charge totalement rempli. C'est une excellente nouvelle pour EDF et nous sommes déterminés à accompagner ces investissements et à faire en sorte qu'EDF puisse les réaliser dans les meilleures conditions possibles. Il faudra évidemment beaucoup d'argent et c'est plus facile d'emprunter quand on est l'État que quand on est une entreprise privée. Donc on peut penser que c'est ça aussi, j'imagine, qui fait que demain, EDF pourrait être complètement nationalisé. Ma responsabilité, c'est de regarder ce dont EDF a besoin pour réaliser dans les meilleures conditions possibles, financières, économique, en termes aussi d'emploi, de formation et de qualification, le projet et la ligne qui a été fixée par le président de la République. Comment faire pour que EDF réalise le mieux possible ses chantiers renouvelables et ses chantiers nucléaires, en l'accompagnant de toutes les manières possibles. Nous garantissons cet accompagnement. Je ne peux pas préciser quelle forme il prendra, mais l'État sera aux côtés d'EDF comme il l'a toujours été. Alors, le nucléaire, c'est un peu parfois vu comme l'industrie de la démesure, notamment en matière de budget. 6 nouveaux réacteurs, c'est 50 milliards à peu près. Quand on pense à l'EPR de Flamanville, qui en arrive aujourd'hui à près de 19 milliards, si on compte le coût des emprunts, si on pense demain au coût du démantèlement des centrales nucléaires, plus tard, dans les années qui viennent, on se dit que c'est des sommes d'argent faramineuses. Est-ce qu'on arrivera à suivre? La vraie démesure, je vais vous dire, elle est sur les besoins en électricité. Et je crois qu'il faut que chacun prenne conscience que les besoins en électricité explosent en France et vont exploser en France comme en Europe. Parce que vous aurez des véhicules électriques, parce qu'il faut faire tourner les usines d'électrolyse qui vont faire de l'hydrogène vert, parce que vous avez la 5G. Tout ça demande des besoins en électricité décarbonée massifs. Le choix stratégique, il est simple. Est-ce que vous voulez dépendre des pays étrangers ? Ou est-ce que vous voulez produire cette électricité décarbonée vous-même? Nous avons une chance, nous avons l'électricité nucléaire. Eh bien, le choix que nous avons fait avec Emmanuel Macron, c'est un choix de souveraineté et d'indépendance totale. Nous voulons produire nous-mêmes notre électricité. Alors, il faut produire de l'électricité. En 2022, la production d'EDF sera la plus faible, je crois, depuis 30 ans. Vous l'avez dit tout à l'heure. C'est un vrai sujet, vous avez parfaitement raison. Il y a un certain nombre de réacteurs qui sont à l'arrêt parce qu'il faut faire des contrôles, il faut voir s'il n'y a pas des problèmes de corrosion, et il y en a, on le sait. Donc c'est un pari technologique. Et beaucoup disent qu'il va falloir, augmenter la durée de vie des réacteurs, peut-être au-delà de 50 ans. Quelle garantie on a sur le plan technologique que c'est possible, ça? La garantie, c'est l'ASN, c'est-à-dire l'autorité de sûreté nucléaire. Nous avons les normes de sûreté qui sont les plus sûres au monde. C'est parfaitement légitime parce que nous avons un parc nucléaire qui est important. C'est l'ASN et l'ASN seul qui, en toute indépendance, nous dit vous pouvez prolonger, vous ne pouvez pas prolonger, ou vous pouvez prolonger à certaines conditions. Le point qui est essentiel, c'est de retrouver des compétences nucléaires de classe mondiale. Comme nous l'avons été, Bruno Le Maire. Mais comme nous l'avons été, comme nous devons le redevenir. Mais évidemment, à force de dire le nucléaire c'est fini, forcément les jeunes qui pourraient devenir chaudronniers, soudeurs, ingénieurs, techniciens de maintenance, ils se détournent des métiers. Là, avec ce plan de charge et avec ce qu'a annoncé le président de la République, l'énergie nucléaire et la filière nucléaire va retrouver le prestige qu'elle n'aurait jamais dû perdre. Alors les jeunes, justement, aujourd'hui, nous sommes en campagne électorale, on va beaucoup parler de la dette française, qui pourrait approcher les 3 000 milliards d'euros dans le courant de l'année 2022. La dette, c'est un peu, aujourd'hui, un machin qu'on utilise pour faire peur dans les discours politiques. Qu'est-ce que vous diriez aux jeunes générations pour leur expliquer que la dette n'est pas un cadeau empoisonné, que ça peut être peut-être un levier de développement économique? Parce qu'à chaque fois que vous avez en face de vous vos opposants, on vous amène évidemment l'histoire de la dette. Et quand on n'est pas au fait des choses, on se dit, oula, mais c'est énorme cette dette. Mais mes opposants d'abord me font sourire. Parce que l'explosion de la dette, comme le dit très bien Pierre Moscovici, elle remonte il y a 15 ans. Donc en général, c'est ceux qui ont fait exploser la dette avec une mauvaise stratégie qui en plus a amené plus de chômage et moins de croissance, qui viennent vous faire la leçon. Vous pensez qu'ils sont crédibles? Vous avez appartenu à des gouvernements précédents. D'accord, mais enfin, quand on est ministre de l'Agriculture, on n'est pas responsable de la dette. Qu'est-ce que vous diriez aux jeunes? Là, je suis ministre des Finances, je suis responsable de la dette. Qu'est-ce que vous diriez aux jeunes? Je dirais aux jeunes, une première chose,
c'est qu'ils peuvent nous faire confiance. Nous avons rétabli, je le rappelle, les finances publiques en 2017 et 2018, ce qui n'avait pas été fait depuis le début des années 2000. Et que nous reviendrons à ce rétablissement des finances publiques, mais avec une stratégie, je veux vraiment insister sur ce point, qui est différente, pas la rigueur, pas l'austérité, parce que ça, on a essayé. La croissance. On a coupé à la hache, à l'aveugle, dans la dépense publique, dans le nombre de fonctionnaires. Qu'est-ce que ça a donné en 2012, très exactement? Moins de croissance, plus de chômage et plus de dettes. Donc nous avons mis sur pied une stratégie différente qui est de dire on investit, on crée de la croissance. Et la croissance vous donne des marges de manœuvre qui sont absolument considérables. 20 milliards d'euros de recettes fiscales supplémentaires qui nous ont permis, en 2021, de ramener la dette de 115 à 113%, et le déficit qui devait être de 8,2 à 7%. Le cœur de notre stratégie, c'est la croissance et l'investissement. Ensuite, il faut évidemment des réformes de structure, mais là aussi, je dis aux jeunes qui nous écoutent, vous pouvez nous faire confiance, on les a faites. Qui a fait la réforme de l'assurance chômage? Qui a fait la réforme du droit du travail? Qui a fait la simplification pour la vie des entreprises? C'est nous. Bruno Et enfin, Le tout Maire. dernier point, pour que je n'oublie pas le dernier pilier de cette stratégie, évidemment, il faut réduire les dépenses publiques en utilisant la numérisation, la digitalisation. On l'a fait par exemple sur le prélèvement à la source. On peut très bien le faire sur les prestations sociales, pour avoir des prestations sociales qui soient mieux calibrées, dont chacun puisse bénéficier quand il y a droit, et qui en même temps soient plus économes du nombre de fonctionnaires. C'est Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, des finances, de la relance, qui est notre invité. Une tradition dans cette émission. Chonu, qui est collaborateur de Ouest France et dessinateur, a une question à vous poser. On le regarde. Monsieur le ministre, à l'instant où vous avez évoqué la possible réforme des droits de succession, eh bien, ma question était toute trouvée. De qui Emmanuel Macron est l'héritier? De Gaulle? De Giscard? De Mitterrand? De Chirac? De Sarkozy? Ou de tous ses prédécesseurs en même temps? Moi, je pense que l'héritage dont il se revendique, et dont je me revendique aussi, ce qui fait que nous travaillons bien ensemble, c'est l'héritage gaulliste. Le cœur du gaullisme, c'est le dépassement du clivage droite-gauche, et c'est le refus des partis. Moi, ça me va très bien. Je ne suis pas d'homme de parti, donc ça me va très bien. Et le dépassement de la droite et de la gauche, c'est ce qui donne des résultats. Parce que c'est ce qui permet à la fois de supprimer l'ISF, d'alléger la fiscalité sur le capital, de mettre en place ce prélèvement forfaitaire unique. Vous diriez un peu et dans le bon même temps, de tous. Et dans le même de temps, tous. de soutenir ceux qui en ont réellement besoin, ceux qui ont besoin du soutien de l'État, de mettre en place le quoi qu'il en coûte. Donc je crois vraiment que la filiation d'Emmanuel Macron, c'est une filiation gaulliste. La une de Ouest France, François-Xavier Lefranc. Mais la une de Ouest France, la précarité étudiante, parce que c'est une réalité. Et puis un sujet qui vous est cher, la défense de la langue française. Très bien, on passe tout de suite à Denis Caro, Denis ce matin, qui nous rejoint sur ce plateau dans un instant. Bonjour Denis Caro. Bonjour, Merci bonjour d'être Bruno avec Le nous. Maire. Vous êtes le directeur de la rédaction du groupe Nice Matin. Vous intéressez évidemment à la réindustrialisation de la France, tout un sujet. Oui, Bruno Le Maire, vous estimiez il y a quelque temps que la puissance d'une nation se mesure à son commerce extérieur. Or, le déficit du commerce extérieur a atteint un niveau sans précédent et on voit bien que notre industrie a du mal à relever la tête après 30 ans de déclin. Alors, comment peut-on concrètement et vraiment inverser la tendance, produire davantage et relocaliser des activités? D'abord, nous avons commencé à inverser la tendance. Pour la première fois depuis des décennies, nous recréons des emplois industriels. C'est modeste, mais nous recréons des emplois industriels. Nous avons plus d'usines qui ont ouvert en 2021 que d'usines qui ont fermé. Donc nous sommes dans la bonne direction. Et surtout, nous recréons de nouvelles filières industrielles. Enfin, prenez juste les batteries électriques. On les importait à 85% au début du quinquennat de Chine ou de Corée. Aujourd'hui, on va les produire à Douvrin, dans le nord de la France. On va les produire à Dunkerque. On va les produire sur le territoire français avec des usines françaises et des ouvriers français. Prenez les semi-conducteurs. On va développer la production de semi-conducteurs en France. Prenez l'hydrogène vert. Fantastique développement industriel possible pour la France dans les années qui viennent, avec des milliers d'emplois à la clé pour la réalisation des usines et pour l'électrolyse. Donc nous allons réussir cette reconquête industrielle. Il y a deux conditions. La première, elle commence à être remplie, c'est que ça coûte moins cher. Donc on a baissé les impôts de production et vous savez que je suis favorable à ce que nous poursuivions la baisse des impôts de production. Puis la deuxième condition, là souvent les gens sont un peu plus rétifs, c'est de dire bah oui, il faut simplifier les installations d'industrie et de sites industriels en France. Il faut qu'il y ait, c'est une proposition que je fais,
plus qu'un seul niveau de recours quand on veut attaquer l'installation d'une usine, et pas 2 ou 3. Je propose que ce soit le Conseil d'État, dans lequel il y a une chambre spécifique. Il y a un recours possible. Une fois qu'il est traité, on ouvre l'usine et on crée les emplois qui vont avec. Et puis, il faut former et qualifier. C'est aussi un des grands défis. On a un autre problème aussi, c'est le manque de compétences. Comment faire en sorte d'avoir les bonnes compétences au bon endroit? On a beaucoup d'entreprises qui ont du mal à recruter aujourd'hui, et c'est un frein. C'est le problème numéro 1. Pour l'industrie, c'est le problème numéro 1. C'est celui qui est le plus complexe à traiter, qui demande une révolution culturelle. Que chacun comprenne que l'industrie, c'est l'avenir de la France et pas son passé. Que c'est créateur d'emplois et que ça ne rime pas avec destruction d'emplois. Que c'est propre, que c'est pas sale. Que c'est technologiquement avancé et que ça n'appartient pas au 19e siècle. C'est cette révolution culturelle qu'il faut opérer. Moi, j'ai des propositions très concrètes. On fait visiter à des collégiens des musées, des sites culturels formidables, mais qu'ils puissent aussi visiter des usines, des lieux de fabrication pour leur donner envie, parce que ça fait partie de notre culture. Et c'est quand même passionnant quand on est un gamin de 11, 12 ou 13 ans, d'aller visiter une usine où on fabrique des Airbus, des avions, des bateaux, les chantiers de Saint-Nazaire ou autres. Et ensuite, revaloriser, comme nous avons commencé à le faire, l'apprentissage, les métiers industriels, en montrant qu'ils sont qualifiés, bien payés, porteur d'avenir. Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances et de la relance, est notre invité ce matin. TV78 a rencontré Pierre Bédier, vous allez le voir, président du conseil départemental des Yvelines, qui a une question à vous poser à propos du secteur automobile, bien aimé par Denis Caro également. Nous avons Stellantis à Poissy qui va créer son campus vert, regrouper ses forces de recherche et développement et d'essai. Nous avons Renault à Flins-Aubergenville, qui va créer la première usine empreinte carbone négative. Alors, monsieur le ministre, mon cher Bruno, nous voudrions savoir, et nous attendons avec impatience, nous les élus et les habitants des Yvelines, ce que l'État va faire pour cette filière automobile ô combien nécessaire à l'industrie française. Bon, je salue mon ami Pierre Bédier. L'État a déjà beaucoup fait pour la filière automobile avec un plan de 15 milliards d'euros de soutien à la filière automobile. Nous avons soutenu pendant la crise, et je pense que c'est un bon exemple. Si ça redémarre aussi vite, c'est que les ouvriers de Flins dont parlait Pierre Bédier, les ingénieurs du centre de recherche de Renault, ils ont continué à travailler pendant la crise, donc ils peuvent redémarrer plus vite. Ensuite, nous accompagnons tous les investissements pour la décarbonation de l'industrie, que ce soit l'automobile, l'aéronautique, les investissements dans les batteries électriques, nous participons à ces investissements-là. Nous voulons que l'automobile réussisse sa révolution technologique vers le véhicule connecté et vers le véhicule électrique. Et Stellantis et Renault sont en train d'y arriver. C'est un défi considérable. Ils sont en train d'y arriver. Le défi est considérable, effectivement, et l'industrie automobile est confrontée à une révolution radicale. On estime que d'ici 2030, 50 000 emplois pourraient disparaître, notamment dans la sous-traitance. Comment faire pour éviter ce scénario catastrophe? Il faut accompagner toutes les PME, tous les sites industriels qui, effectivement, vont être menacés. Prenez ce que nous avons fait sur la sidérurgie, sur les fonderies. On sait bien que les fonderies, aujourd'hui, elles vont avoir moins de volume, parce que quand vous passez d'un bloc thermique qui a beaucoup d'acier, beaucoup d'aluminium, à un bloc électrique où il y a beaucoup moins d'aluminium, forcément, les fonderies ont un plan de charge qui est plus faible. Il faut accompagner. Prenez l'exemple du site de Decazeville, avec la SAM. On cherche un repreneur pour la SAM, et j'ai bon espoir qu'on arrive à en trouver un. Sur le site de Decazeville, on va réindustrialiser le site, notamment avec le retraitement des batteries électriques. Donc il y a de nouveaux métiers qui vont être créés par la décarbonation. Il faut que tous les salariés, tous les ouvriers qui travaillaient dans des secteurs qui vont être fragilisés puissent être accompagnés personnellement, individuellement, pour aller vers ces nouveaux métiers. Alors justement, nous allons à Clermont-Ferrand. Monsieur le ministre de l'économie et des finances, où la montagne, notre partenaire, la montagne Centre-France, a une question à vous poser de Laurent Bernard, journaliste à la montagne, à propos de l'aéronautique. Bruno Le Maire, bonjour. Le déficit commercial record de la France en 2021 s'explique en partie par les difficultés du secteur aéronautique. En Auvergne, le groupe Constellium, qui fabrique des alliages aluminium pour les avionneurs mondiaux, ressent des signes de reprise et s'apprête même à réembaucher. Dans le même temps, le président Macron a fixé comme objectif aux industriels français d'arriver à un avion bas carbone d'ici 2030. Pouvez-vous nous dire quelles sont les perspectives pour le secteur dans les prochaines années ? Je vais être très rapide, les perspectives sont excellentes.
J'étais hier à Toulouse, j'ai discuté avec le président d'Airbus, Guillaume Faury, qui fait un travail remarquable. Quel est le problème aujourd'hui de l'aéronautique? Quel est le problème d'Airbus? Ce n'est pas un problème de demande, c'est un problème d'offre. C'est comment répondre aux milliers de commandes d'Airbus A320 Neo que Airbus Vous voulez dire que c'est a un bon déjà problème, le problème Le aujourd'hui? vrai problème n'est pas celui que l'on croit. Ce n'est pas un problème d'aéronautique ou d'aviation qui réduirait son volume et aurait des commandes insuffisantes. C'est exactement l'inverse. Il y a des carnets de commandes qui sont pleins et il faut simplement que les sous-traitants, Airbus, arrivent à suivre la cadence. Mais je réinsiste sur un point qui est clé, parce que j'entends les critiques très rapidement. C'est parce que nous avons protégé les ingénieurs, les salariés des sous-traitants, l'ensemble des techniciens qui travaillent chez Airbus dans la filière aéronautique, que lorsque vous avez toutes les compagnies aériennes du monde qui commandent des A320 Neo, on peut réouvrir une usine et une chaîne de montage à Toulouse et on peut répondre à la demande. Vous voyez que notre stratégie était la bonne. Alors, sur le numérique, Cédric Messina, qui est PDG de MyCoach, qui a rencontré Nice ce matin d'ailleurs, a une question à vous poser. On l'écoute. Monsieur le ministre, bonjour. On voit que l'actualité autour de la souveraineté numérique bat son plein. Les élections présidentielles vont encore plus l'accentuer. Comment aujourd'hui, après un mandat réussi, en faire votre dernier cheval de bataille et comment aujourd'hui être à la hauteur de ce qui se passe dans les pays étrangers, notamment aux États-Unis, et répondre en fait, au-delà d'une législation contraignante au niveau européen, par une souveraineté à la française? La souveraineté, c'est deux choses. C'est se protéger et c'est investir. Je commence d'abord par investir. Quand on soutient les startups de la tech, quand on leur permet de lever de l'argent plus facilement, elles peuvent grossir, elles résistent mieux. Ça garantit notre souveraineté numérique d'avoir nos propres acteurs. Et puis c'est se protéger. Il ne faut pas être naïf. Il y a des attaques cyber. J'ai inauguré. Maison, on a connu d'ailleurs. Bien sûr, mais les attaques cyber, ça touche les hôpitaux, ça peut toucher les chaînes de télévision, ça peut toucher des infrastructures critiques. Donc nous avons inauguré un campus cyber à la Défense, qui a vocation à être un des meilleurs au monde pour nous protéger contre les attaques cyber. Il vient d'ouvrir 1800 personnes, des startups, des grandes entreprises comme Thales ou d'autres qui vont, Atos, Capgemini, qui vont travailler dans ce site-là et garantir la protection française contre les attaques cyber. Denis Caro. Je voudrais revenir à l'automobile. L'ancien président de Renault, Carlos Ghosn, vous a violemment mis en cause dimanche dans une interview au Parisien. Il estime notamment que c'est vous qui vous êtes manifesté de la manière la plus hostile envers lui. Vous l'avez vraiment laissé tomber, Carlos Ghosn? Non. Est-ce qu'il a bénéficié de la protection de l'État français quand il a eu ses déboires judiciaires au Japon? Oui. Oui, il a eu droit à la protection judiciaire à laquelle a droit n'importe quel citoyen français lorsqu'il est confronté à un problème judiciaire. Oui, mais bon, ça c'est... Pardon, mais c'est anecdotique. Il a droit à une protection judiciaire. On l'a lui accordé comme n'importe quel autre citoyen français. Il manifeste un reproche sur le fait que j'aurais lancé, je crois, un contrôle fiscal contre lui. Oui, c'est ça. C'est vrai. C'est un mensonge. C'est pas un de mensonge. question personnelle pourquoi? Non, mais il n'y a aucune question personnelle là-dedans. C'est un mensonge. D'abord, pour une première raison, c'est qu'à l'époque, je n'avais pas la tutelle de la Direction générale des finances publiques qui fait le contrôle fiscal. Donc, même si j'avais voulu le faire, je n'aurais pas pu le faire. Et que par ailleurs, depuis que j'ai la tutelle de la Direction générale des finances publiques, ma conception du rôle des ministres des Finances, c'est qu'ils ne lancent pas de contrôle fiscal. Ça n'est pas sa responsabilité. Sur Carlos Ghosn, pas de contentieux personnel entre vous? Mais aucun. J'ai simplement joué mon rôle de ministre qui est actionnaire de Renault, c'est-à-dire prendre des décisions qui sont bonnes pour Renault, pour les salariés de Renault. Ça a été globalement un bon PDG de Renault ou pas? Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il y a une très bonne direction de Renault. Mais que Luca De Meo, la période Ghosn. Mais cette période-là est tournée. Nous avons un nouveau directeur général qui fait un travail remarquable, Luca De Meo. Vous considérez, vous êtes un expert, vous êtes ministre de l'économie et des finances, que la période Ghosn a été prolifique pour Renault, bonne pour Renault, comme il le dit. Cyril Viguier, je vous le redis, c'est l'avenir de Renault. C'est qu'ils réussissent la révolution technologique. Dire qu'il a eu une gestion mais je pense avoir répondu très clairement à ce qui a été dit. 1. J'ai fait ce qui était nécessaire. 2. L'État a garanti à Carlos Ghosn la protection à laquelle il avait droit. 3. Je veux rétablir la vérité sur cette histoire de contrôle fiscal. C'est un pur mensonge et je tiens à le faire parce que le ministre des Finances ne lance pas de contrôle fiscal. Ça n'est pas son rôle et ça n'est pas sa mission. Et en revanche, je veux vraiment insister sur le travail remarquable que fait le nouveau président de Renault, Jean-Dominique Sénard, et son directeur général, Luca De Meo, parce qu'ils ont une stratégie pour réussir la révolution technologique vers le véhicule électrique qui me paraît très porteuse,
avec des étapes qui sont claires, avec un calendrier qui est clair, je suis certain que ça donnera de bons résultats pour Renault. Et ma seule préoccupation, je le redis, c'est Renault, la marque, les salariés et les sites industriels qui vont avec. La une de Nice matin, très vite. Alors, on reste dans l'automobile. Comment rouler moins cher, tous nos conseils pour éviter de payer trop cher à la pompe. Voilà, nous partons pour Fort-de-France. Merci Denis Caro. Un autre journal du groupe auquel vous appartenez, France Antilles. Depuis Fort-de-France, Cyril Bout, il y a une question à poser à Bruno Le Maire, notre invité ce matin. Bonjour Bruno Le Maire, vous avez évoqué les questions de pouvoir d'achat. La vie chère dans les territoires d'outre-mer est un sujet particulièrement important. Des prix élevés qui résultent de nos systèmes de distribution, parfois même de monopoles dans la distribution. Des monopoles que le président de la République a souvent évoqués et souhaitait faire tomber. Ça faisait partie des annonces lors de sa précédente campagne présidentielle. Où en est-on ? Alors, où en est-on, Bruno Le Maire, des promesses d'Emmanuel Macron qui datent de 2017 ? Alors, sur tout ce qui est tous les territoires d'outre-mer, comme n'importe quel autre territoire français, notre préoccupation première a été de protéger contre la crise. Donc, je reconnais bien volontiers qu'on a pu prendre du retard sur certains projets qui ont été annoncés par le président de la République, mais on s'est d'abord assuré qu'il y avait la protection des salariés, qu'il y avait l'activité partielle, qu'il y avait les prêts garantis par l'État. On s'est beaucoup occupé aussi des compagnies aériennes qui desservent les territoires d'outre-mer parce qu'elles ont rencontré des difficultés considérables. Nous les avons massivement soutenues financièrement et on va reprendre ensuite le fil de ce que nous devions faire sur les questions de monopole et les questions de prix qui sont effectivement majeures. Armelle Le Goff, directrice de la rédaction de 20 minutes, notre partenaire. Bonjour Monsieur le Ministre. Les salles de spectacle, les discothèques rouvrent depuis hier. Alors ça y est, c'est le retour de la bamboche. C'est le retour de la bamboche, j'y participe activement d'ailleurs. Hier soir, je suis allé en boîte de nuit jusqu'à 2h du matin. Et... vous avez l'air très Non, je suis sérieux, je rentrais de Toulouse et je ne suis pas allé en boîte de nuit. Mais c'est une bonne chose pour l'économie, pour la reprise. C'est surtout une très bonne chose. Et pour les conditions sanitaires C'est une très bonne chose pour toutes les Françaises et tous les Français qui ils ont besoin de fêtes. Ils ont besoin de se retrouver, ils ont besoin de vie sociale. Enfin, honnêtement, ça a été pour tout le monde, cette période soit de confinement, soit de restrictions sanitaires, un moment humain très difficile à vivre. Vous l'avez eu, votre Alors, la bamboche, pas pour tout le monde. 20 minutes a publié un article tout récemment sur les conditions de travail dans la restauration. On a une lectrice, Amie, qui nous raconte qu'elle est serveuse à Chambéry, qu'elle a travaillé 28 jours d'affilée, avec seulement 3 jours et demi de congé. On sait que la restauration peine à recruter. On peut comprendre avec ces conditions de travail, non ? Oui, mais je pense que si il y a bien un secteur qui est lucide sur la nécessité d'améliorer les conditions de travail dans son secteur, c'est l'hôtellerie, les cafés, les restaurants. C'est que c'est un secteur dont je suis très proche. Moi, je considère que ça fait partie de la vie à la française, de l'art de vivre à la française. J'ai eu des réunions, n'en plus savoir, soit avec le secteur, soit avec des copains qui sont hôteliers ou restaurateurs. J'ai dit, vous ne pouvez pas continuer. De vous prenant des cafés sur Mais oui, parce que il n'y a pas plus agréable que de prendre un café café en terrasse. Ça fait partie de l'art de vivre à la française. Ça fait du bruit d'ailleurs. Mais les discussions que nous avons eues ont été très franches. Vous ne pouvez pas demander à un jeune qui a 20-22 ans de venir faire le service de 13 heures et puis ensuite entre 15h et 18h ne pas lui offrir la possibilité soit de se loger, soit d'attendre dans de bonnes conditions. Après, comment voulez-vous qu'il reprenne son service ? Tout ça, c'est dur. Les conditions doivent être améliorées. Les hôteliers, les restaurateurs en ont parfaitement confiance. Et ils ont fait un effort sur les rémunérations. Ils ont fait un effort très important sur les rémunérations. Vous avez poussé à ce que ce soit le cas. En revanche, il y a plein d'autres branches où vous réclamez des efforts sur les rémunérations. Ça ne se fait pas. Les salariés de Dassault, par exemple, sont en grève depuis plusieurs mois. Est-ce que vous ne pourriez pas être un petit peu plus coercitif sur cette question des salaires et des rémunérations, qui est un vrai sujet aujourd'hui en France ? C'est un vrai sujet. Notre méthode n'est pas la coercition. Il reste une minute. Notre méthode, c'est de redire à toutes les branches, à tous les secteurs où les niveaux de rémunération sont trop faibles, il faut que vous offriez des conditions de rémunération qui soient meilleures là où vous pouvez le faire. Ça bouge dans l'hôtellerie, ça a bougé dans l'hôtellerie, dans les cafés, dans les restaurants, ça a bougé chez les routiers. Ça doit bouger aussi dans d'autres secteurs. Parce que je le redis très sincèrement, l'État a fait sa part du chemin, avec les primes défiscalisées, avec la prime d'activité, avec, je le rappelle, la baisse des charges en début du quinquennat pour tous les salariés. Maintenant, c'est aux entreprises, dans les secteurs où elles le peuvent, de faire un effort pour leurs salariés qui méritent effectivement la reconnaissance de leur travail. Bruno Le Maire, notre invité ce matin. Autre préoccupation des Français, vous le savez. Thierry Dieu, qui est lecteur de 20 minutes, a une question à vous poser. Il est préoccupé, comme un très grand nombre de nos compatriotes, Bruno Le Maire, par le prix à la pompe. On le regarde. Monsieur le maire, vous annoncez à chacune de vos interviews que baisser l'essence d'1 centime
serait un manque à gagner de 500 millions d'euros pour l'État. Or, depuis un an, l'essence a augmenté en moyenne de 32 centimes, soit, selon vos propres calculs, un gain de 16 milliards d'euros pour l'État. De plus, pendant la guerre du Golfe, les prix du pétrole étaient au plus haut. Or, l'essence était moins chère qu'aujourd'hui. Comment expliquez-vous ça? Vous donnez vraiment l'impression de prendre les Français pour des pigeons. Alors le vrai pigeon dans l'affaire, si je puis dire, c'est l'État. J'ai jamais pris les Français pour des pigeons, je suis là pour aider les Français. Je rappelle juste que depuis le début de l'année, le 1er janvier, nous avons dépensé 15,5 milliards d'euros. C'est le ressenti des gens, non, le maire qui est en cause. Je comprends, mais je pense que les gens, c'est le ressenti des gens. que les gens ont parfaitement ressenti aussi que, contrairement à ce qui se passe dans tous les autres pays européens, nous avons évité la flambée des prix de l'électricité. 4%, pas plus. Dans d'autres pays, c'est 50%, 100%. Nous, c'est 4%. Prix du gaz. Oui, mais un budget, c'est global. Enfin, un budget, c'est l'essence, c'est l'électricité, c'est le gaz, c'est le loyer, c'est les loisirs des enfants. Un budget dans une famille, j'ai 4 enfants, c'est global. Il n'y a pas un budget essence qui occupe le budget intégral de la famille ou du ménage. Donc je crois que les Français savent que nous les avons massivement protégés contre l'augmentation des prix de l'électricité, des prix du gaz. Je ne vais pas redire tout ce qui a été fait. Ça veut dire, en gros, sur le prix à la pompe, vous ne voudrez pas faire grand-chose? Non, je dis que je regarde de très près ce qui se passe sur les prix à la pompe. Je suis extrêmement attentif, extrêmement vigilant. Je regarde tous les jours ce que donnent ces prix à la pompe. Je dis simplement, l'État a déjà fait beaucoup et l'État, évidemment, perd de l'argent. Il ne prend pas les Français pour des pigeons et il ne s'en met pas dans les poches. Alors, on va tout de suite regarder la une de 20 minutes. Oui. C'est sur le rôle des jeunes militants dans une campagne, notamment sur les réseaux et les plateformes numériques. Et je voulais vous demander ce que vous pensiez du slogan des jeunes avec Macron. On a très envie de vous. C'est vrai qu'on a envie d'eux. On a envie de tout le monde. On a envie que tout le monde puisse... C'est la politique. Vous avez des idées, des convictions. On a envie que tout le monde le soutienne. C'est une élection presque plus facile pour vous. La dernière fois, je rappelle aux téléspectateurs, vous étiez candidat à l'élection présidentielle. Donc pour vous, c'est presque plus simple aujourd'hui. Ah oui, c'est beaucoup plus confortable de ne pas être candidat, je vous le confirme. Et puis surtout, c'est très bien de soutenir un candidat dans lequel on croit. Il ne l'est pas encore tout à fait, mais j'espère que ça viendra. Vous avez une date à votre agenda la semaine prochaine? Je n'ai pas de date à mon agenda, mais voilà, le jour où il sera candidat, parce que je pense que ça peut arriver, je serai très heureux de le soutenir et très engagé et très mobilisé. Voilà, dans un instant, TV5 Monde sur ce plateau avec Sylvia Garcia. Merci beaucoup Armelle Le Goff. Merci. Bonjour Sylvia Garcia. Alors aujourd'hui démarre un sommet très important, le sommet Euro-Afrique. Entre l'Union européenne et l'Union africaine, ça démarre tout à l'heure. Le président français Emmanuel Macron appelle à refonder un New Deal économique et financier avec l'Afrique, notamment, et je le cite encore, pour aller au bout de cette solidarité à l'égard des Africains. Les Africains veulent de la coopération, pas des aides. Est-ce que ce sommet ne part pas sur le bon vieux malentendu habituel ? Je pense pas. Je pense qu'au contraire, l'un des grands mérites du président de la République, c'est de solder le passé, de solder ses malentendus et de construire cette coopération sur des bases nouvelles. D'abord, cette coopération, elle est indispensable. Je donne juste un chiffre. Les pays développés, ils ont consacré 25% de leur richesse nationale à se protéger face à la crise économique et à relancer leur économie. Mais dans quoi ça va très bien pour eux. Ça redémarre, les emplois sont là, enfin, c'est tout ce qu'on a décrit pendant notre émission. C'est vrai particulièrement en France, c'est vrai dans d'autres pays développés. Les Africains, c'est à peine 2% de leur richesse nationale. Donc ils ont pris la crise économique de plein fouet. Notre responsabilité, c'est de les aider à s'en sortir. Alors vous dites aider, ils veulent de la coopération, donc c'est ça la question qui va se poser certainement à ce sommet. Que propose l'Europe à l'Afrique ? Qu'est-ce que propose l'Europe à l'Afrique ? Elle propose à l'Afrique d'aider ses propres entreprises, ses propres PME, ses propres jeunes qui veulent créer leur start-up à se développer. C'est ça qui est nouveau. C'est pas simplement déverser de l'argent dans des États, c'est aider des entreprises, des PME, des start-up dans les États concernés, ça peut être la Côte d'Ivoire, le Sénégal, tous les États africains, à se développer sur la base de leurs propres forces et de leurs propres ressources. C'est un partenariat d'égal à égal. Mais chacun doit comprendre une chose, le destin de l'Europe et le destin de l'Afrique sont étroitement liés. Dans ce contexte international qui est très mouvementé en ce moment, l'Europe a plus besoin de l'Afrique que l'inverse ? Et les deux continents ont besoin l'un de l'autre. Il n'y aura pas de développement européen sans développement africain, et il n'y aura pas de développement africain
sans développement européen. L'Union européenne entend mobiliser d'ici à 2027 plus de 150 milliards d'euros d'investissements européens dans des projets d'infrastructure en Afrique. C'est un recyclage d'aides déjà envoyées. D'où vient cet argent? Comment Non, tout ça ce n'est est pas du financé? recyclage, ça peut être des nouveaux projets. C'est des projets qui sont indispensables pour améliorer la qualité de l'environnement, améliorer la qualité des transports. Quand on construit des métros, quand on construit des trains, c'est des millions d'Africains qui vont pouvoir en bénéficier et en profiter. Mais je le redis, sur une base d'égal à égal. Nous voulons un continent africain fort. Mais qui comment on se développe. répartit cet argent? Comment on répartit ces 150 milliards? Quel pays? On voit bien toutes les difficultés. Aujourd'hui, la France, l'Europe se retirent du Mali avec Barkhane. Comment on répartit? À qui on donne et sur quels critères? On donne sur les critères de projets qui peuvent exister. Quand vous avez des États africains qui ont des projets très précis, qui sont dans l'intérêt de ces États, puis qui sont aussi dans notre intérêt. Un partenariat d'égal à égal, ça veut dire aussi que la France regarde quels sont ses intérêts, là où elle peut développer économiquement ses entreprises. Et puis l'État concerné sur le continent africain dit, lui, j'ai aussi besoin de l'entreprise française et ça va aider à mon propre développement. Bruno Le Maire, Virginie Fevey, qui est auteur du livre Stratégie e-marketing et CEO de Starhack, a une question à vous poser. C'est le défi numérique, au fond, qui compte beaucoup pour l'Afrique aussi. On l'écoute. Monsieur le maire, la souveraineté numérique de notre pays, la formation dans le domaine et l'innovation sont des enjeux majeurs pour notre économie. Ma question est la suivante. Dans les 2 ans à venir, quel serait votre plan d'action pour servir ces objectifs et faciliter l'accès à la formation numérique tout au long de la vie? Alors, je ne vais pas multiplier les exemples et les réponses, mais ça rejoint votre question sur l'Afrique. Quand hier, avec Thierry Breton et le président de la République, nous obtenons l'accord des 27 États membres pour le déploiement d'une constellation en orbite basse. Ça répond à cette question du numérique. Parce que ça va permettre de couvrir en Internet à très haut débit tous les États européens et tous les États africains sur une base complètement indépendante et complètement autonome. Ça va créer des formations, ça va créer des emplois dans le domaine numérique et dans le domaine digital. Mais pour ça, il faut un engagement européen qui soit total. On a obtenu ça hier, en partenariat avec l'Afrique. Je suis sûr que ce sera au cœur des discussions aujourd'hui du sommet UE-Afrique. Comment est-ce que cette constellation qui garantit l'Internet à très haut débit profite à tous les États africains? Est-ce que vous n'avez pas à traiter, ou à avoir traité, si vous appartenez à la prochaine majorité, du rapport des Français avec le travail, notamment des jeunes? Est-ce que ce n'est pas un sujet qui va se poser dans notre société? Est-ce que les 35 heures, est-ce que le télétravail massif, est-ce que tout ça n'a pas bouleversé la conception qu'ont les Français, notamment les jeunes? Ça rejoint ce que disait Sylvia tout à l'heure par rapport au travail. Est-ce que ce n'est pas un problème de société qui vous arrive, j'allais dire, en plein dans la figure là? Si, c'est un vrai problème de société. Je voudrais simplement qu'on le pose bien. C'est-à-dire qu'on le pose sans faire des leçons de morale aux jeunes, que je trouve, je vais vous le dire très sincèrement, totalement insupportable. Le côté... Mais vous reconnaissez qu'il y a un souci? Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Quand un jeune refuse un travail parce qu'il n'y a pas assez de télétravail, c'est le cas pour 20 minutes, qui avait un exemple de ce type, est-ce que ce n'est pas un souci? Il a 24 ans, non, je dis non, je ne viens pas travailler parce qu'il n'y a pas assez de télétravail. Je refuse ce discours que je trouve totalement rétrograde, consistant à dire les jeunes ne veulent plus bosser de bon temps. Alors qu'est-ce qu'ils bossaient? Non, c'est faux. Les jeunes sont imaginatifs, sont créatifs, ils sont volontaires. Moi j'ai 4 enfants de 11 ans à 22 ans, ils ont envie de travailler. Leurs amis ont envie de travailler. Mais ils veulent travailler différemment, ils ont raison. Quand ils vont voir un restaurateur et qu'ils disent moi je ne vais pas sacrifier tous mes samedis, tous mes week-ends, je suis prêt à bosser, je veux que mon temps soit bien organisé. Donc vous leur donnez raison. Quand vous avez un jeune ouvrier que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps dans une usine automobile qui dit j'aimerais qu'on écoute ce que j'ai à dire sur la chaîne de production, parce que ça peut être intéressant. Il a raison. Quand vous avez quelqu'un qui dit j'ai envie de télétravailler, je suis une femme, j'ai un enfant à travailler, je veux travailler 2 jours par semaine, mais ils ont raison. Je préfère le discours d'un Patrick Pouyanné, patron de Total, qui dit il faut prendre en considération les attentes sociales des jeunes plutôt que ceux qui vont faire des leçons de morale aux générations qui viennent. Qu'est-ce que vous allez faire après, Bruno Le Maire? On parle de vous comme Premier ministre d'Emmanuel Macron. Je ferai après dépend totalement Qu'est-ce qui vous reste? Qu'est-ce qui vous reste, au fond, à conquérir? Mais ce qui reste, c'est la vie. Oui, ça c'est la réponse de l'écrivain, mais du politique. Qu'est-ce qui vous reste? Vous avez été ministre de l'Agriculture, candidat à la présidentielle. C'est la réponse. C'est quoi? C'est Matignon. C'est la réponse personnelle de l'homme. Ce qui reste, c'est la vie. Il n'y a que ça qui compte. Et la vie, ça pourrait être Matignon. Elle est inventive, elle est multiple, elle vous joue des tours. Mais enfin, la vie ne se limite pas à un poste politique. Elle est beaucoup plus imaginative et vaste que cela. Donc, ce qui compte pour moi, c'est que le président de la République soit réélu dans quelques semaines. Parce que je considère qu'aujourd'hui, il est le seul à pouvoir présider bien aux destinées de la France. Ensuite, il s'entourera d'une équipe, il la choisira librement. Et pour ce qui me concerne, je vous le redis, la vie est vaste. Et vous avez envie de faire partie de cette prochaine équipe? Et moi, j'ai des envies multiples.
Dont celle-là. Vous savez, Dont celle-là. Ça peut être de faire partie de cette équipe, ça peut être autre chose. Tout est ouvert. Je pense que les Français n'y attachent pas grande importance et ils ont raison. Ce qu'ils regardent avec beaucoup d'attention, c'est qui va présider aux destinées de la France à partir de mai prochain. Je souhaite que ce soit Emmanuel Macron. Merci Bruno Le Maire. Merci à vous. D'abord de nous avoir réservé vos réponses à Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des comptes hier, qui a parlé de déficit record à l'avenir pour notre pays. Merci d'avoir été notre invité sur TV5 Monde. Merci Sylvia Garcia. Semaine prochaine, nous recevons Anne Hidalgo sur ce plateau. Au revoir à tous. Merci et bonne journée.